Le 13 juin 2025, Israël a lancé une série de frappes de précision à grande échelle contre l'infrastructure nucléaire et militaire de l'Iran. L'opération a reçu un nom de code. Après des mois de recherche, nous avons cartographié ces sites nucléaires secrets iraniens, dont certains sont cachés profondément sous terre, d'autres à la vue de tous. Chaque emplacement révèle une partie d'un tableau plus vaste. Mais surtout, nous devons en comprendre les raisons. Israël est tellement déterminé à arrêter l'enrichissement d'armes nucléaires par l'Iran que, selon les renseignements israéliens, une centrifugeuse iranienne pourrait être à seulement quelques jours de produire une bombe nucléaire. Sans oublier le processus détaillé de leur fabrication. Nous examinerons aussi la stratégie israélienne, les cibles visées et les vraies raisons derrière cette escalade dramatique. Tout cela dans la prochaine vidéo. L'Iran possède plusieurs programmes nucléaires, mais examinons certains des principaux sites des souterrains. Tout d'abord, nous avons le programme nucléaire FORDO. Il s'agit d'une installation d'enrichissement intégrée dans une montagne, ce qui offre une meilleure protection contre d'éventuels bombardements par rapport à l'usine d'enrichissement de combustible. Le deuxième site est le site nucléaire de Natanz. Il comprend plusieurs installations, dont 2 stations d'enrichissement, une immense usine souterraine d'enrichissement de combustible et une usine pilote d'enrichissement de combustible en surface. Le troisième site nucléaire, Ispahan, est le plus grand centre technologique nucléaire situé en périphérie de la ville. Il comprend une usine de fabrication de plaques de combustible et une usine de conversion de l'uranium, capable de transformer l'uranium en hexafluorure d'uranium qui est ensuite envoyé dans les centrifugeuses. Le quatrième site nucléaire, Kandab, possède un réacteur de recherche à eau lourde partiellement construit. Il était initialement appelé ARAK, mais il est désormais connu sous le nom de Kandab. Enfin, nous avons Bushehr, la seule centrale nucléaire en activité en Iran, située sur la côte du golfe Persique. Elle utilise du combustible russe, qui est ensuite renvoyé en Russie après utilisation, ce qui réduit ainsi le risque de prolifération. Voyons une version simplifiée du fonctionnement du processus d'extraction et d'enrichissement de l'énergie nucléaire en Iran. Voici le minerai d'uranium qui est extrait à l'aide d'une foreuse qui tire un élargisseur vers le haut à travers le puits, l'agrandissant ainsi. Le minerai broyé est ensuite envoyé dans la chambre d'extraction. Ensuite, un bulldozer télécommandé, afin de maintenir l'opérateur à une distance de sécurité des chutes de pierre, soulève la roche d'uranium. Avançons un peu, l'uranium est ensuite condensé, broyé et placé dans une centrifugeuse pour un enrichissement supplémentaire. Tout le monde parle de l'enrichissement par centrifugeuse, m'en voulez cela, mais voyons comment cela fonctionne réellement. Sur cette visualisation, les points verts représentent les atomes d'uranium-238, et les points bleus représentent la concentration des atomes d'uranium-235. Voici le premier lot d'uranium naturel qui ne contient que 0,7% du 235. Ici, sur cette image, nous avons 5% d'uranium faiblement enrichi qui est utilisé pour les centrales nucléaires commerciales. Enfin, nous avons de l'uranium de qualité militaire, qui contient 90% d'uranium-235. Comme vous pouvez le voir, presque tout l'uranium-238 a été retiré, et il est remplacé par de l'uranium-235 représenté en bleu. Montrons comment cela est extrait à l'aide d'une animation super simplifiée. La centrifugeuse est composée d'un tube de haute qualité avec un moteur rotatif en bas et un tube d'alimentation en haut. L'uranium est introduit dans la centrifugeuse sous forme de gaz appelé hexafluorure d'uranium. Lorsque le moteur tourne à grande vitesse, l'uranium-238 plus lourd est séparé de l'uranium-235 plus léger. Grâce à la force centrifuge, l'uranium-235 remonte vers le haut et est collecté dans cette partie de la centrifugeuse, tandis que l'uranium-238 plus lourd et de couleur verte tombe au fond de la centrifugeuse. Et le processus d'enrichissement est terminé. Voyons comment Israël utilise ses forces aériennes pour frapper des cibles nucléaires. À 3h30 du matin, Israël a lancé environ 200 chasseurs et déployé plus de 330 munitions pour frapper des dizaines de cibles nucléaires et militaires, le principal site d'enrichissement de l'Iran et des complexes de production de missiles.
Bien que ces itinéraires puissent en sembler simples, ils impliquent une planification complexe, y compris des calculs pour le ravitaillement en vol et la coordination des avions d'attaque pour traverser la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Ils ont également neutralisé les menaces potentielles de la défense aérienne en Syrie et en Irak afin d'assurer une période plus sûre au cas où ils seraient attaqués. La stratégie d'Israël consistait à attaquer l'Iran en 3 vagues. La première vague visait les sites de défense aérienne au sol, les installations radars et les quartiers généraux de la défense aérienne iranienne à Téhéran, Elam et Khouzistan. La deuxième vague était concentrée sur la destruction des missiles balistiques, et enfin la troisième vague visait les usines de production militaire. Pour éviter la défense aérienne iranienne, ils ont utilisé des missiles ROX, qui devaient les frapper depuis des positions plus proches des cibles ennemies, sans exiger des avions une pénétration en profondeur sur le territoire iranien. Étonnamment, le système de défense aérienne iranien Bavar 373 s'est montré plus efficace que prévu. Nous examinerons également le fonctionnement de ce missile de défense aérienne et la puissance de l'armée de l'air iranienne. Voyons d'abord les chasseurs israéliens utilisés lors des opérations. La force motrice est le chasseur de 5e génération F-35, les avions de défense aérienne F-16 et les avions d'attaque F-15, qui ont parcouru environ 1600 km, soit à peu près 1000 miles. Alors que l'arme de prédilection était les missiles supersoniques longue portée et le missile air-sol de nouvelle génération à portée étendue. Pour couvrir de telles distances entre les vols, on utilisait des avions ravitailleurs. Cette mesure a été prise au cas où ils auraient à engager un combat aérien avec des chasseurs iraniens, ainsi qu'au retour de la mission. Il s'agit d'un missile balistique israélien air-sol de nouvelle génération avec un rayon d'action accru. La frappe israélienne a également éliminé le général Hossein Salami, l'un des commandants militaires les plus puissants et influents du pays. Cela permet également à l'arme de frapper des cibles qui se sont déplacées de leurs positions initiales. Mais dans les zones à forte menace, ces bombes utilisent généralement un système de guidage inertiel assisté pour les diriger vers la zone cible générale. Avant de passer à une tête chercheuse infrarouge pour la phase finale du vol, détruisant les cibles soit par une pénétration en profondeur, soit par une explosion à fragmentation selon les besoins. Fait surprenant, les missiles Baïvar 373 et S-300 ont réussi à intercepter des drones israéliens ainsi que plusieurs missiles. Voyons brièvement le Baïvar 373. Ce système utilise des missiles Saïd 4 qui sont placés dans 2 conteneurs de lancement rectangulaires. Elle est équipée d'un réseau d'antennes à commande de phase pour suivre à la fois des cibles aérodynamiques et des missiles balistiques à moyenne et longue portée. L'un des radars utilisés dans le Baïvar 373 est le Miré 4, un réseau d'antennes à commande de phase avec une portée de 450 km, qui selon l'Iran peut suivre simultanément jusqu'à 200 cibles. L'attaque israélienne peut être divisée en 3 étapes distinctes, la première, la deuxième et la troisième étape, chacune visant des composants essentiels de l'infrastructure militaire iranienne. La première vague vise à neutraliser les systèmes de défense aérienne de l'Iran à Téhéran, Elam et Qaziz. Voici quelques-unes des attaques confirmées dans la région, également confirmées par l'Iran, qui ont été touchées ou partiellement endommagées. Les principales cibles comprennent des complexes de missiles antiaériens ou des sites de défense contre avions ainsi que des installations radars, essentielles pour la détection précoce et la protection contre les attaques aériennes. L'état-major de la défense anti-aérienne iranienne a confirmé que les attaques ont bien eu lieu et visaient à compromettre la capacité du pays à détecter et à réagir aux futures menaces entrantes. Alors que la deuxième vague vise les capacités de missiles de l'Iran, en particulier la neutralisation des systèmes de missiles balistiques et hypersoniques. Au moins 3 bases de Swans de missiles ont été attaquées lors de la deuxième salve ou de la deuxième vague de frappes israéliennes. Les drones de l'armée de défense d'Israël ont également ciblé la base militaire secrète de Parchin, en périphérie de Téhéran. Finalement, un drone a réussi à percer la défense aérienne iranienne et à frapper la base, tandis que d'autres mutants ont été abattus. Ces frappes visent à empêcher l'Iran de lancer des frappes de missiles en représailles.
La troisième et dernière vague vise à détruire les casernes militaires clés et les installations de production nécessaires à la fabrication des missiles et à la logistique militaire de l'Iran. Les cibles comprennent les casernes Kadiri dans le château de Hassan Khan, les centres de production et de formation de missiles, les centres logistiques de l'armée de l'air du Sepah et les casernes Amali, qui seraient incluses dans cette phase afin de perturber le soutien logistique et les structures de commandement. Israël a également tenté de cibler les bases de missiles où sont déployés les missiles Fatah-1 et Fatah-2. Elle a été utilisée pour la première fois et constitue l'un des systèmes de missiles les plus avancés de l'Iran. Ce qui la distingue des autres missiles balistiques, c'est sa capacité à accélérer au-delà de l'atmosphère terrestre, tandis que ses surfaces aérodynamiquement contrôlées permettent de la diriger. Pour échapper au célèbre système de défense antimissile mis en place par Israël, Israël voulait également frapper ces missiles balistiques terrestres qui visaient les bases de l'armée de défense d'Israël. Israël veut aussi les démanteler. Le Shahab 3 constitue la base de tous les missiles balistiques à moyenne portée de l'Iran et utilise du carburant liquide. Depuis l'espace, les satellites militaires détectent des cibles comme ce bunker fortement fortifié. On pense également que les Israéliens ont testé ces missiles Long Range Artillery récemment construits. Les coordonnées des données doivent être transmises et assignées à l'avion d'attaque désigné afin de frapper avec précision sans entrer dans l'espace aérien ennemi. Ceci c'est la Long Range Artillery, un missile balistique de haute précision, capable de frapper des cibles stratégiques en profondeur sur le territoire ennemi. Des chasseurs à réaction jusqu'à un avion lourd comme celui-ci. Selon la société, il peut parcourir d'énormes distances en lançant une frappe de riposte rapide, sans activer les systèmes de défense ennemis ni pénétrer dans leur espace aérien. Cela a été rendu possible en frappant par le dessus à un angle de 90 degrés à une vitesse supersonique. Ce missile balistique aérien peut percer le bouclier de la défense aérienne, transportant une ogive qui peut être guidée, ainsi qu'un système de navigation inertielle insensible aux interférences. Elle est également équipée d'une ogive massive qui permet de neutraliser des cibles critiques en un seul coup. Vous pouvez vous demander où se trouvent les chasseurs iraniens et quel est leur rapport avec Israël dans cette attaque. Décomposons cela en plusieurs parties. Pour lutter contre les avions F-16 et F-35, les Iraniens disposent de ce qu'on appelle la pointe de la lance. Elle se compose d'avions de fabrication américaine, environ 64 F-4 que l'Iran a achetés sous le régime du Shah. Le F-4 est le principal avion d'attaque de l'Iran et il est considéré comme la base de la force aérienne iranienne. De plus, l'Iran possède environ 40 F-14, également de fabrication américaine, qui sont encore capables de représenter une menace pour le F-35. L'Iran a également acquis environ 30 chasseurs multirôles MiG-29 auprès de la Russie, qui, fait intéressant, ont été conçus pour contrer le F-16. La deuxième composante de la défense aérienne est le système de défense anti-aérienne S-300 d'une valeur de 800 millions de dollars, capable d'intercepter des cibles à une distance de 120 km, soit environ 75 miles. Lorsqu'elle est lancée sur une trajectoire balistique, elle peut atteindre une distance allant jusqu'à 400 km, ce qui correspond à environ 250 miles. Mais ils auraient pu intercepter des missiles de croisière volant à basse altitude, sinon la destruction aurait pu être beaucoup plus importante sans ce système de défense anti-aérienne. Veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour voir plus de vidéos.